plus attendre, nous allons accueillir donc la première, merci beaucoup Manon, de nos 5 startups, avec Arnaud de la Fouchardière, que je vais inviter à me rejoindre, fondateur de Vitirover. Alors Vitirover, est-ce qu'Arnaud, pour s'endormir, avait besoin de compter les moutons? Est-ce qu'étant enfant, il a trop joué à saute-mouton? Vous allez voir qu'il y a quelque chose de ce registre chez Arnaud, donc serial entrepreneur hein, dans le numérique, dans la communication, et depuis plus d'une dizaine d'années maintenant dans l'agriculture, où après les transitions dont on vient de parler, vous appelez à une réflexion en rupture, l'innovation de rupture. Racontez-nous la philosophie d'intervention qui vous tient à cœur. Absolument, merci. Il y a une zapette. Merci de me donner l'occasion de parler de Vitirover, de parler de robotique. C'était déterminant de pouvoir avoir ici ce sujet abordé. Je vais le faire en essayant d'élever le débat et même de vous donner à vous les étudiants et les futurs start-upers des chemins pour créer sa boîte. Et je vais le faire au travers de l'exemple de la mienne, qui est plus tellement une start-up puisqu'on a 10 ans, mais qui donc s'appelle Vitirover. Donc voilà ce dont il s'agit. Nous disons des troupeaux de robots tondeurs industriels remplacent le glyphosate et le labour. Vous savez certainement que, par exemple, dans la vigne, dans les vergers, dans des tas d'endroits dans lesquels il y a de l'herbe qui pousse naturellement, eh bien, depuis 50 ans, Monsanto avait inventé un produit pourri qui s'appelle le glyphosate et qui permettait de tuer l'herbe partout. Pour mon père, qui était agriculteur, une belle vigne, c'était une vigne dans laquelle le sol était nu et dans laquelle la feuille était bleue. Le sol était nu parce que toute l'herbe avait été tuée par du glyphosate et la feuille était bleue parce que c'était très bien sulfaté. Aujourd'hui, une belle vigne, c'est une vigne qui a cette gueule-là, c'est-à-dire que, au contraire, on essaye de mettre un minimum de produits sur les feuilles et le sol est enherbé. Et donc ces robots fonctionnent. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes directement concernés, mais il y a des vignes dans votre pays aussi, surtout pour nous, dans les vignes, dans les vergers et dans les pépinières, pour ce qui concerne l'agriculture. Et vous allez voir aussi dans des espaces industriels. Aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés au remplacement du glyphosate. Et globalement, il y a une solution pour le faire, c'est le labour, avec tous les inconvénients dont j'imagine vos professeurs vous parlent au quotidien. Donc Vitirover, ce premier robot tondeur industriel autonome, vous connaissez les robots tondeurs de jardin. Eh bien, en fait, on est dans la même logique. Les robots tondeurs de jardin, ce sont des robots qui sont destinés au grand public. Ce sont des robots qui sont faits pour des espaces extrêmement plats, extrêmement faciles à gérer, dans lesquels il n'y a pas de pente, c'est de la pelouse. On met un fil autour de la parcelle. Nous, on travaille avec du GPS. On met une centrale nucléaire à disposition et le robot peut venir se connecter à un poste de rechargement, alors que nous, on collecte notre énergie avec un panneau solaire. Donc, c'est extrêmement différent. Et puis, par ailleurs, les robots tondeurs de jardin ont des tondeuses ventrales, alors que nous avons des tondeuses frontales, puisque la compétition de l'herbe avec la plante principale, par exemple dans les vergers ou dans les vignes, eh bien, c'est à quelques centimètres du pied de vigne. Le grand enjeu, c'est pas entre les rangs, c'est sous le rang quand il s'agit de vigne. Donc, c'est un véritable robot autonome. C'est très compliqué de faire un robot autonome et si vous observez le monde, vous verrez que globalement, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Curiosity et qui est sur la planète Mars. Et il y en a un qui s'appelle Vitirover et qui est sur la planète Terre. Et vous avez la chance d'avoir quelqu'un ici pour vous en parler aujourd'hui. Donc, 100% de l'énergie est collectée par le panneau solaire. Nous travaillons dans les coordonnées GPS de la parcelle. Les robots travaillent en troupeaux connectés. On parle de troupeaux de robots et vous allez voir qu'on parle d'un berger qui est le gestionnaire de ce troupeau de robots qui sont connectés. Donc c'est très important. Il ne s'agit pas d'un travail individuel. On est dans une logique biomimétique, c'est-à-dire que la comparaison, ce sont les essaims de sauterelles. Vous voyez, une sauterelle ne fait pas de mal à une forêt, alors que si un essaim de sauterelle débarque, eh bien effectivement, ils vont tout ratiboiser. Notre idée, c'est exactement la même chose, c'est de remplacer des gros engins, quelques gros engins, par une très grande quantité de petits engins qui ont l'avantage de ne pas polluer, de ne pas tasser les sols et qui sont très faciles à recycler.
Et puis, donc, superviser à distance, on va en parler. C'est une solution qui est brevetée. Et pour vous dire à quel point c'est petit, j'ai mis le format. Ça pèse 20 kilos et ça mesure 70 par 30 et par 32 et par 30. Et puis, il y a un autre élément qui est très important, c'est que ça consomme 1 watt par kilo. Ça vous dit peut-être rien. Le robot pèse 20 kilos, consomme 1 watt par kilo, ça fait 20 watts. 20 watts, en gros, quand vous ouvrez la porte de votre voiture, c'est ce que consomme le plafonnier. Et nous, avec ça, on nourrit les 8 moteurs du robot, on nourrit le GPS, on nourrit les capteurs et on nourrit toute l'administration du robot. Donc c'est véritablement une performance. Tout a été développé chez nous dans une logique d'économie circulaire. En 2 mots, l'économie circulaire, c'est aussi quelque chose que vous devez absolument prendre en compte. On n'est plus aujourd'hui, quand on construit quelque chose, dans une logique je fabrique, j'utilise, je jette. On est dans une logique qui est cette idée d'économie circulaire dans laquelle on va chercher à fabriquer dans une logique d'éco-conception sans gaspillage et sans pollution. L'idée, c'est garder les robots en service, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de les jeter. On va les réparer, on va remplacer les pièces, on va changer des composants, des matériaux grâce à des stratégies comme la réutilisation, la réparation, la mise à neuf, et en dernier recours, le recyclage. Et l'enjeu, c'est garder les robots en service. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, non seulement le robot n'est pas vieux, mais il est neuf, dans la mesure où chaque année, on aura changé environ 10% des pièces, de telle manière qu'au bout de 10 ans, il est encore un très grand temps de vie. Et à ce moment-là, eh bien, on ne jette pas. Économie circulaire, élément très déterminant si vous voulez créer une entreprise. Alors, le glyphosate est utilisé, je vous disais, dans la vigne, aussi dans les vergers, mais l'avantage, c'est qu'il est aussi utilisé dans des tas de surfaces industrielles, dans lesquelles il y a aussi ces problématiques. Par exemple, le long des voies de chemin de fer, aujourd'hui, la SNCF est le premier consommateur de glyphosate en France. Ils ont des trains pulvérisateurs et ils balancent du glyphosate des 2 côtés des voies, de manière à ce que tout soit mort. Et avec l'interdiction du glyphosate, ils ont remarqué Vitirover, ils nous ont contactés, et donc nous nous occupons de l'entretien des 2 côtés des voies de LGV, et nos robots sont les seuls travailleurs droïdes capables de travailler pendant que les trains roulent à 300 à l'heure sur les voies, comme vous le voyez ici. On travaille aussi dans des fermes photovoltaïques où il faut entretenir le dessous des panneaux. On travaille dans des postes de transformateurs haute tension, comme les postes RTE, dans lesquels il y a de la transformation à 400 000 volts. Donc, c'est des endroits extrêmement dangereux dans lesquels il vaut mieux envoyer moins d'hommes. On travaille pour des aéroports dans lesquels il y a des grands enjeux d'entretien de végétation. On est en ce moment à Roissy. On ne travaille pas encore pour les autoroutes, mais il y a un grand enjeu. Alors, comment est-ce que ça marche en termes de business model ? C'est très compliqué pour les agriculteurs de se dire « oh bah tiens, je vais m'acheter un robot et à plus forte raison de se dire « je vais acheter globalement un robot par hectare », puisque c'est ça la proposition qu'on fait. Alors, nous ne vendons pas de robots, nous vendons des hectares entretenus. Donc en fait, on vend une solution, on vend un service. La phrase clé, c'est « nous ne vendons pas de robots, nous vendons des hectares entretenus ». Donc il y a un berger qui est en fait un technicien de Vitirover et qui va superviser son troupeau de 50 robots, qui sont finalement des moutons droïdes, au travers de cette application qui va lui permettre de suivre ces robots à distance depuis son ordinateur. Si un robot a un problème, il va envoyer une notification au berger et le berger va, avec juste un clic, va ouvrir le dashboard de son robot et va avoir toutes les informations des robots. Consommation des moteurs, collecte d'énergie, et va avoir la possibilité de réaliser 80 à 90% de la maintenance à distance. Bien entendu, on est sur le terrain. Si par hasard, si le robot est tombé dans un trou de lapin, eh ben, il va falloir aller sur place et effectivement le sortir. S'il est coincé entre 2 pieds de vigne, de la même manière. Mais 85 à 90% du travail de maintenance peut se faire à distance. Donc très important, cette logique de business model digital dans les champs et cette vente de solutions. Alors, maintenant, je voudrais vous dire où on en est en termes d'industrie. En fait, on a 2 étapes dans notre industrialisation. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on sous-traitait
la fabrication de nos robots à une boîte qui s'appelle Billing Solutions et qui fait de l'assemblage dans le monde automobile. Et là, grâce à la région Aquitaine, qui a financé 50% de notre usine, on a une usine qui est en train de sortir de terre. Ça s'appelle une usine du futur. C'est une usine très robotisée pour fabriquer des robots. Et effectivement, qui va nous permettre, dans un premier temps, de fabriquer entre 30 et 50 robots par mois, c'est-à-dire 500 robots par an. On est accompagné par un certain nombre de très belles boîtes, dont l'ENSAM, qui est une belle boîte d'ingénieurs que vous devez connaître, les arts et métiers, et puis LGM Group et ESI Group, qui ont des spécialités et qui sont intéressés d'avoir, au travers de l'usine qui va fabriquer des robots Vitirover, une usine-école, finalement, qui va permettre de faire un démonstrateur d'usine du futur. Et pour nous, c'est génial. Elle sera où, cette usine? Elle va être à Talence. À Talence. Voilà, donc à côté en de... proche banlieue bordelaise. Exactement, voilà. Donc ensuite, on vous a un petit peu parlé aujourd'hui de toutes ces dimensions écologiques très importantes qui s'appellent RSE, responsabilité sociale et environnementale. Respecter les hommes, respecter la planète, c'est un élément qui est très déterminant. Eh bien, nous avons tenté de construire notre société sur la base de ces valeurs qui sont protéger l'environnement. Et vous allez voir que on a fait un gros effort par rapport à ça. Vous avez vu qu'on avait des panneaux solaires, donc on n'utilise pas d'énergie fossile. Et en plus, le fait de remplacer le glyphosate ou le labour par des robots tondeurs qui vont entretenir des espaces verts va faire qu'on va avoir des vers de terre dans le sol, qu'on va avoir des insectes par-dessus et surtout qu'on va créer des belles parcelles, des belles prairies qui vont devenir des puits à carbone et qui vont collecter du CO2 et collecter du carbone. Il y a ici un très grand enjeu pour les agriculteurs. Les Américains ont déjà commencé sur le sujet, qui consiste à créer ces puits à carbone et à permettre aux agriculteurs de vendre des crédits compensatoires de carbone. On a dû vous en parler, vous regarderez, qui permettraient aux agriculteurs, dans des sujets dans lesquels on puisse entretenir le sol comme ça, eh bien de créer un revenu supplémentaire au travers de ces crédits compensateurs de carbone qui seraient décorrélés de la météo. Dieu sait que la météo joue des tours aux agriculteurs depuis quelques années, et même du cours du raisin ou des céréales. Et les Américains, c'est pas du pipeau ou une approche de visionnaire, c'est déjà en place. Des boîtes comme Cargill, par exemple, proposent à leurs agriculteurs d'améliorer leurs revenus comme ça. Voilà pour ça. Et puis, responsabilité sociale, eh bien, le boulot qui consiste à balancer du glyphosate, on est installé dans la région de Saint-Émilion. Je peux vous dire que quand il y en a un qui commence à balancer avec un pulvérisateur le matin, le lendemain, Saint-Émilion est entièrement dans la purée. Et c'est vrai que c'est quand même problématique. Il y a des générations d'agriculteurs, les générations, celles de mon père par exemple, qui sont morts de cancer qu'ils ont chopé effectivement avec le glyphosate. Alors je suis très vigilant sur ce que je dis à ce sujet-là, parce que le glyphosate, c'est depuis 40 ans, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de solution alternative, on va en parler, qui permettrait de le remplacer dans les grandes cultures, etc. Aujourd'hui, notre solution n'est utilisable que dans la vigne, dans les vergers et dans les pépinières. Et puis, sur le plan de la responsabilité sociale, de la même manière, eh bien, nos bergers, nos gestionnaires de flotte de robots sont très souvent des entrepreneurs qui montent leur boîte pour faire le métier de berger et pour superviser des robots sur la base de notre business model dans le cadre d'un partage du chiffre d'affaires. Voilà. Alors, globalement, on parlait des alternatives au glyphosate. Il y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ont été validées. Il y a la végétalisation qui consiste effectivement à semer des enherbements avec des avantages et des inconvénients. Je passe très vite. Des alternatives, des herbicides alternatifs, du géotextile, des désherbages par la chaleur, du désherbage par l'électricité. C'est une première approche, on va dire, de notre concurrence. Et il y en a une seconde avec le monde des robots. Je vous ai dit que j'allais essayer d'élever un peu le débat sur le monde des robots et de vous donner des trucs pour monter votre boîte dans ce domaine-là. En fait, on peut dire que quand on utilise les technologies dans l'agriculture et d'une manière générale, il y a deux manières de voir les choses. Il y en a une première qui consiste à automatiser des process existants. En agriculture, c'est quoi le process existant? Globalement, c'est un outil attelé à une force. Vous avez au départ une arère avec un mec qui traîne, ensuite vous mettez un bœuf, ensuite vous mettez un cheval, ensuite vous mettez un tracteur,
eh bien tous les gens là-haut, les robots, les gros robots autonomes ou les tracteurs autonomes, ce sont des gens qui proposent la même chose fait avec des tracteurs autonomes. Alors, il y a une très grande opportunité du côté des tracteurs autonomes, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans le monde de la voiture autonome, donc certainement ça va irriguer ce monde-là et l'aider. Mais il y a un énorme frein, c'est le frein de la sécurité. Et c'est vrai que tous ces engins portent un risque létal. Autant dire que si vous prenez un engin comme ça dans la figure, effectivement, le risque est létal. Donc, ils n'ont pas d'autorisation de véritable autonomie et ça mettra 5 ou 10 ans. Et à chaque fois qu'une voiture autonome de Tesla se prend une vieille dame, et ben malheureusement, c'est 5 ans de plus. Donc aujourd'hui, il y a un énorme travail à faire de ce côté-là encore pour avoir les autorisations et véritablement y aller. Ça a un avantage, c'est que c'est très facile à comprendre. On comprend effectivement le cheval, le tracteur et puis le tracteur autonome. Mais il y a une deuxième voie qui consiste à transformer les processus. Et transformer les processus, là en l'occurrence, il y a 3 exemples dont je vais vous parler, mais ça veut dire proposer des ruptures en termes de pratique, par exemple. Et c'est ce que nous proposons. Par exemple, depuis toujours, on dit en agriculture, l'herbe est l'ennemi de la plante principale, donc il faut tuer l'herbe. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas, nous allons considérer l'herbe comme un allié et on va entretenir des espaces enherbés à un certain niveau qui fera qu'il n'y aura pas une compétition très importante. Un autre exemple de changement de pratique, c'est la périodicité du travail. Quand on laboure, quand on entretient un enherbement, eh bien, on vient selon une rythmique qui est présentée par les saisons. On vient, par exemple, dans la vigne, on vient chausser la vigne, et puis la déchausser, puis la rechausser, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas une logique d'entretien permanent d'un enherbement? C'est ce que nous proposons. On installe les robots au début du printemps et on les enlève à la fin de l'été. C'est effectivement une rupture dans les pratiques. Ensuite, on peut proposer des ruptures dans les business models. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Au lieu de vendre des machines, on vend des hectares entretenus. C'est extrêmement différent dans la logique. Vous savez, depuis longtemps, Michelin ne vend plus de pneus pour les trains d'atterrissage d'avion. Ils vendent des nombres d'atterrissage et de décollage. Rolls-Royce ne vend plus de moteurs d'avion. Ils vendent des miles. Eh bien, de la même manière, nous ne vendons pas de machines agricoles. Nous vendons des hectares entretenus. Et puis enfin, il y a une autre rupture qui peut aussi être proposée, qui est celle que nous proposons, qui est une rupture dans les outils. Passer de grosses machines à des flottes de petites machines. Et je vous ferai remarquer, pour terminer, j'imagine que tu es à la bourre, donc j'en finis, les seuls robots de service, je ne parle pas de robots industriels, mais robots de service, qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires par an, ce sont des petits robots. Les gros engins autonomes se vendent à quelques dizaines d'exemplaires par an. Les petits robots autonomes se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires par an. Je vous donne 3 exemples que vous connaissez. Les robots aspirateurs dans les maisons, ils s'en vendent des centaines de milliers. Les robots tondeurs dans les jardins, ils s'en vendent des centaines de milliers. Et les robots de logistique dans les entrepôts d'Amazon, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est absolument phénoménal. Et ce sont des flottes de très petits engins qui remplacent des gros. Voilà. Merci Arnaud de la Fouchardière, on vous applaudit. Merci pour ce bel enthousiasme et cette belle démonstration. Donc, small is beautiful et smart is better. En l'occurrence, oui, quand la robotique et le solaire font front à l'industrie chimique, voilà, comme on dit, note pour plus tard. Sans plus attendre, je vais accueillir Adrien Gabillet, qui est le fondateur d'AgriVillage. Par ici, bienvenue Adrien, merci d'être avec nous. AgriVillage, on va parler de toute autre chose, on va parler de revenus additionnels et d'activer le foncier inutilisé des exploitations. Racontez-nous ça. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être ici. Effectivement, j'ai lancé AgriVillage, donc c'est pas exactement ce logo-là, mais vous pouvez voir le logo. On aurait fait une erreur. On a fait une erreur. C'est pas grave. En fait, j'ai lancé AgriVillage pour développer l'agritourisme en France, essayer de le moderniser et de le dynamiser. Donc, j'ai commencé par créer une plateforme style Airbnb, mais quand on réserve via AgriVillage, on réserve un hébergement chez un agriculteur et durant ce séjour, on participe à une activité découverte. Cette idée, elle m'est venue parce que je viens aussi d'un milieu agricole en Bretagne, dans le Morbihan, et je me suis rendu compte que tous mes amis que je me suis fait durant mes études supérieures étaient très, très, très éloignés de ce qui est, enfin,
ne savait pas du tout ce qu'était un agriculteur aujourd'hui et avait une vision décalée de la réalité. Et je pense que la meilleure solution pour essayer de changer la vision des Français sur l'agriculteur, c'est de pousser les Français à aller chez les agriculteurs et aller à leur rencontre. Et l'agritourisme, c'est un formidable moyen pour recréer du lien entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc, on a développé cette plateforme, on a 530 offres, vous pouvez réserver des séjours un peu partout en France, dans des gîtes, chambres d'hôtes, logements insolites, il y a un peu de tout et on a vu la demande s'accélérer, notamment durant la période du Covid où les Français étaient encore un peu plus intéressés par ce qu'ils avaient dans leur assiette, par le milieu agricole et par l'environnement. Et finalement, on avait un manque d'offres sur notre plateforme et on était au stade où on n'avait plus rien à proposer aux clients. Parce que aujourd'hui, en France, il y a moins de 2% des agriculteurs qui proposent de l'agritourisme. Donc c'est quand même très 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 peu. Pour donner pour comparer, par exemple, en Italie, il y a 6% des agriculteurs qui proposent des hébergements chez eux. Et Agriturismo en Italie, ça fonctionne très bien, c'est très connu. On va régulièrement faire de l'agritourismo. En France, peu de personnes disent je vais aller faire de l'agritourisme. Nous, aujourd'hui, dans l'agritourisme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le camping à la ferme, j'imagine. Il y a des agriculteurs qui proposent des gîtes. Mais comment se configure le marché? C'est quoi les produits de ce marché aujourd'hui, de ces 2% d'agriculteurs? Alors, c'est principalement gîtes et chambres d'hôtes. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir beaucoup de foncier pour se lancer. Oui, puis il faut bâtir, il faut investir déjà. Il faut rénover, ça coûte cher. C'est vrai que de base, Gîtes de France avait été créé par les agriculteurs, par la Chambre d'agriculture, il y a 40, 50 ans de ça. Et donner des subventions pour rénover les corps de ferme, pour permettre pour donner des subventions pour se lancer dans l'agritourisme et ça permettait de rénover les corps de ferme et d'entretenir les fermes. Aujourd'hui, Gîtes de France s'est vraiment éloigné de la Chambre d'agriculture. C'est Bienvenue à la ferme qui a pris le relais et Bienvenue à la ferme, ils ont plein de missions, notamment promouvoir la vente directe de produits à la ferme, qui font super bien et ça cartonne. Et ils font aussi la promotion des hébergements à la ferme. La problématique qu'ils ont, c'est que... Alors j'ai regardé en préparant, il y en a 6 dans le Cantal. Qui font de l'hébergement à la ferme. Dans Bienvenue à la ferme, il y a 6 exploitations dans le Cantal sur 4000 exploitations dans le Cantal, je crois. C'est ça. Donc c'est très peu, très peu. Et en fait, la plupart ont quitté Bienvenue à la ferme pour aller sur des plateformes généralistes type Airbnb, Booking, etc. Le seul problème, c'est que quand on fait de l'agritourisme, quand on est agriculteur et qu'on propose de l'agritourisme, on le fait aussi par conviction et par envie de partager son métier. Airbnb, Booking ne permettent pas forcément de le faire. Et donc voilà, nous on avait développé notre plateforme en se disant on va essayer de rassembler un maximum d'agriculteurs, de promouvoir le métier d'agriculteur durant les séjours. Mais les agriculteurs ont un peu de mal à se lancer. On a donc décidé de créer un programme pour mettre en place des hébergements insolites et éco-responsables dans des fermes. Donc que je comprenne bien, l'agriculteur n'a pas à construire, il met à disposition un terrain dont il ne se sert pas, qui est en rotation de friche ou dont il a décidé de ne pas se servir, et il le met à votre disposition, et c'est là que vous intervenez avec quel type d'hébergement? De la tiny house, comme on dit ou... Tout à fait. On a commencé par mettre en place des tiny house, donc on achète Alors peut-être réexpliquer ce que c'est que la tiny house pour nos amis en ligne et dans la salle. Des tiny house, c'est des petites maisons en bois sur remorque, où on retrouve un espace salle de bain, une cuisine, des chambres souvent en mezzanine, c'est des jolis hébergements très très bien isolés où on retrouve un peu le charme des chalets. Et c'est assez simple d'en positionner dans des fermes ou dans des lieux parce que ça a les mêmes normes que des caravanes. D'accord. Et donc on peut les installer un peu partout, c'est assez simple. Le seul
enfin, nous, On nous, peut avoir de l'eau, de l'électricité? nous, celles qu'on met en place, il faut les relier en eau et en électricité. Et D'accord. ensuite, il faut mettre un traitement, il faut traiter les eaux grises. Donc, les eaux grises, c'est l'eau de la douche et de l'évier, étant donné qu'on n'a pas à traiter les eaux noires comme on utilise des toilettes sèches. D'accord. On en a installé 5 l'été dernier, ça fonctionne très bien. Donc, on installe ces hébergements chez les agriculteurs, on s'occupe de toute la gestion locative et l'agriculteur, finalement, a comme rôle d'accueillir les personnes les voyageurs et de faire le ménage à la fin des séjours et de leur faire participer à une activité découverte. Donc, c'est une découverte de l'exploitation qui dure environ 1 heure. Mais c'est pas lui qui doit chercher les clients. Ça, c'est votre plateforme. Exactement, c'est nous qui nous occupons de tout ça. Il s'avère que ça a très bien fonctionné, que les agriculteurs sont super contents. On a pu améliorer notre gestion locative, on a pu développer une communauté aussi derrière tout ça. Et là, on se lance pour mai 2022 à lancer 20 lieux, ce qu'on appelle de glamping. Donc, du glamping, c'est une contraction de glamour et camping. C'est des lieux. C'est pas un camping où on glande. Hein. C'est pas... Non, c'est un peu différent. C'est glamour plus camping. C'est en fait la convivialité du camping, parce Ouais. que en fait, il y a 3 hébergements qui sont mis en place dans des jolies lodges. Donc, il y a un lieu commun sous un grand pare-soleil où on partage le barbecue, le brasero. Donc, vraiment, on retrouve cette convivialité qu'on apprécie tant dans le camping. Mais le côté un peu glamour, c'est que c'est des jolies lodges tout installées avec un grand lit de 160, des chauffeuses pour les enfants, un poêle à bois. Et chaque tente a son bloc sanitaire. Son bloc sanitaire, on est en train de les faire construire et ils seront sur remorque. Donc, ce qui permet qu'ils soient mobiles et donc de ne pas avoir besoin de faire de permis de construire. Et on s'occupe de la location. On fait de la location uniquement estivale, c'est-à-dire entre mai et septembre. Donc, l'agriculteur nous met à disposition un terrain d'environ 400 mètres carrés. On lui met à disposition un kit de glamping. Donc, il y a tout l'aménagement intérieur, il y a un joli aménagement aussi extérieur. Les 3 mini tiny house qui servent de bloc sanitaire. Et on s'occupe, nous, de faire la location maximum 90 nuitées entre mai et septembre. D'accord. Et on lui rémunère un revenu fixe de 4 750 €, plus un variable de 30 € par réservation pour qu'il puisse effectuer le ménage à la fin du séjour. D'accord. Donc, en fait, et en plus de ça, on l'incite, en tout cas, on l'encourage à proposer des services annexes, style la vente de petits déjeuners ou de paniers repas ou la vente de produits de la ferme. Dans certains centres équestres, ils proposent des cours d'équitation. Dans certaines fermes, ils proposent des immersions à la ferme. Donc, on passe la journée avec l'agriculteur contre une rémunération. Mhm. Et finalement, les rémunérations, ça va dépasser pour la plupart les 10 000 € par an. Donc, c'est-à-dire que pour un lieu, l'agriculteur va pouvoir gagner plus de 10 000 € en proposant du glamping sur son exploitation sans qu'il ait à avoir à investir 1 euro. Parce que là, même question sur l'eau, l'électricité. On est d'accord qu'effectivement, la partie sanitaire étant sur remorque, il n'y a rien de particulier à faire ou Alors là, on peut améliorer aussi notre concept Ouais. là-dessus. C'est-à-dire que les hébergements, les blocs sanitaires sont tout à fait autonomes. C'est-à-dire qu'il y a des panneaux solaires au-dessus des mini tiny house. Donc, dans ces mini tiny house, on retrouve une kitchenette, des toilettes sèches et une douche de 70 par 70. Ouais. Dans les lodges, il n'y a pas d'électricité. Tout est sur batterie. Donc, c'est le côté vraiment, on se déconnecte, on est en plein kiff. Et concernant le chauffe-eau et le frigo, on a mis un chauffe-eau à gaz et un frigo à gaz parce qu'il faut quand même un certain confort qu'on puisse proposer aux clients. Et donc, c'est totalement autonome. Et pour l'eau, on propose des cuves. Donc, l'agriculteur peut changer les cuves régulièrement, les cuves d'eau. Et s'il le souhaite, il peut aussi le brancher à un tuyau d'eau tout à fait classique. Ah oui. Oui, c'est quand même très très facile. C'est hautement réversible, c'est-à-dire qu'on arrive, on pose, et puis à la fin de la saison, on enlève tout. On a l'impression qu'il n'y a rien eu, quoi. Exactement. Nous, on ne veut pas qu'il y ait d'impact au sol. C'est important aussi d'un point de vue de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on propose ce style d'hébergement qui sont très éco-responsables.
Et effectivement, à la fin de la saison, l'agriculteur a pour mission de démonter tout le kit de glamping. Il peut ranger la plupart du kit Et de le glamping stock dans les mini tiny house. Les mini D'accord. tiny house qui les tractent jusqu'au corps de ferme. Et puis l'affaire est faite pour la saison. Et puis ça recommence l'année suivante. C'est des contrats de 5 ans. Et on cherche encore quelques agriculteurs. Parce qu'on lance 20 projets, on recherche encore quelques agriculteurs. On a visité notamment des exploitations hier et ce matin dans le Cantal, super intéressantes. Et pour les agriculteurs qui veulent se lancer ou des institutions qui veulent en parler, on est tout à fait. Vous pouvez venir sur agrivillage.fr, il y a une page glamping, vous pouvez mettre vos informations et on vous recontacte par la suite. Super, merci. Adrien nous a fait découvrir ce concept du glamping, glamour et camping. Ça donne des idées, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce concept? Est-ce que vient de défendre Adrien Gabillet? Pas tout de suite? Eh ben, merci beaucoup. C'est que c'était clair. C'était clair. Merci, Nickel. merci beaucoup Merci Adrien, beaucoup. on vous applaudit. Après le glamping, on va parler de météorologie, de précision avec Mathieu Godard, qui est chargé d'affaires sud de Winat, qui connaît bien le Cantal pour discuter régulièrement avec l'association des irrigants. Hein, c'est ça l'association des irrigants du Cantal. Chantal Cor de la Chambre d'agriculture nous en parlait ce matin. Donc Mathieu, on est en mode pitch ou en mode échange comme ça? Comme tu veux. Comme tu veux. Non, en mode pitch, j'avais plus ou moins prévu de... Hein, donc, Mais on peut le faire... non, mais à toi la main, c'est en toute autonomie. Donc je vais te donner la zapette et comme ça, tu es le maître du jeu. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la société Winat. Alors moi, je suis Mathieu, je représente la société Winat sur le sud-ouest, on va dire grand sud-ouest, depuis 4 ans. La société Winat, c'est une société nantaise créée en 2014. On est fabricant de capteurs connectés. On gère une application mobile et on a les compétences agronomiques pour l'utilisation de ces données. Depuis quelques mois, on a fait également l'acquisition de la société Weather Mesure, qui est une société basée à Clermont-Ferrand, qui est experte en météorologie de précision. Donc concrètement, la société Weather Mesure a accès à des données Météo France, historiques, prévisionnelles, utilise des données radar, des données satellitaires, des stations Météo France implantées sur le terrain, et en recoupant toutes ces données, elle est capable de fournir une donnée météo historique sur 15 ans à chaque kilomètre carré du territoire français. Donc désormais, on intègre toute la chaîne agro-météo possible entre capteurs physiques et données spatialisées. Aujourd'hui, on représente 12 000 agriculteurs en France et pays limitrophes. On a 150 partenaires de la distribution agricole, comme des coopératives, des négoces ou des champs d'agriculture. On a installé on est pratiquement à 9 000 capteurs sur le territoire et on est 35 personnes chez Winat. Comme je disais, notre métier de base, on conçoit, on développe et on assemble des capteurs connectés. Donc ça va être des stations météo, mais d'autres capteurs pédoclimatiques. On est estampillé Made in France, donc un grand cocorico quand même. Mais pas que. On a également la maîtrise industrielle de nos produits, c'est-à-dire que, comme Vitirover, on a une appétence sur tout ce qui est réutilisable, donc toutes les pièces sont démontables et on les fait évoluer dans le temps. On va passer par une technologie d'envoi de données, c'est Sigfox ou LoRa, c'est des données bas débit, un réseau implanté en France qui couvre 95% du territoire français, peut-être un petit peu moins dans le Cantal. Mais ça nous permet en fait d'envoyer des données toutes les 15 minutes et ça va vraiment pas beaucoup user les piles qu'il y a dans ces capteurs. Il faut savoir que les capteurs, on les reçoit, c'est très simple d'utilisation, on les reçoit déjà montés, donc on n'a plus qu'à les implanter sur les parcelles et ça fonctionne directement. Pas besoin de... Comment ça s'implante? Il y a une pique Alors là, c'est juste la tête, mais en effet, quand on le reçoit, on a le pied de la station. Donc en fait, on a juste à visser le pied sur la tête et c'est automatique.
À l'intérieur, il y a un accéléromètre. Dès qu'on le met debout, c'est comme votre téléphone portable, on passe de portrait à paysage. Donc dès qu'on le met debout, ça s'active automatiquement. Et c'est alimenté comment? C'est alimenté par D'accord. une pile qui a justement dans le boîtier, qui a une durée de vie de 3 à 4 ans sur tous les capteurs, et qui est remplaçable dès qu'elle est fatiguée. J'ai l'impression de faire le téléachat. Ouais. Je fais bien? Ouais, mais ça peut se démonter et tout. Hein, on peut aller jusqu'au bout. Justement, le best-seller, c'est ce capteur-là. Donc, c'est la station météo avec un pluviomètre connecté, une cuillère qui va comptabiliser tous les 0,2 mm la pluviométrie. Voilà, ça tombe dans le bol et en dessous, il y a la cuillère qui vient comptabiliser la pluie. À l'intérieur de l'abri météo, on a cette sonde Rotronic, c'est une sonde suisse très précise qui équipe les stations secondaires Météo France et qui va venir mesurer la température et l'hygrométrie. Cette sonde, elle est recalibrable. L'hygrométrie dans une station météo va toujours dériver dans le temps. Selon les qualités des capteurs, ça va plus ou moins dériver. Là, en l'occurrence, c'est une sonde qui dérive très peu et qui surtout va pouvoir être maintenue dans le temps. C'est très important quand on va pouvoir quand on veut alimenter des modèles agronomiques, des modèles maladies, par exemple. Alors ça, c'est vraiment la station référence. Alors elle est costaud, hein, parce qu'elle est passée dans des feux de forêt dans le sud-est. Elle est restée inondée. Elle avait la tête sous l'eau pendant plusieurs semaines dans le Pays Basque, donc dans le Béarn, pardon. Et elles sont toujours vivantes. Et franchement, voilà, c'est du bon matos. Alors, la station météo, c'est une chose, mais on a également une large gamme de capteurs complémentaires. On va avoir bien sûr l'anémomètre qui va mesurer la vitesse moyenne, les rafales de vent et la direction du vent. On a également une petite lanterne, on appelle ça comme ça, qui va mesurer la température et l'hygrométrie. Ça va être pour les frigos en arboriculture, le maraîchage sous serre ou les stabules en polyculture élevage, enfin en élevage. On va avoir toute une gamme de sondes pour l'irrigation avec des sondes capacitives qui sont comme ça, qui vont mesurer l'hygrométrie du sol tous les 10 cm. Donc on les a en 30 et en 60. On a également des tensiomètres qui mesurent la force que doit exercer la racine pour puiser l'eau dans le sol. Donc on les a à 30, 60 et 90. Grâce à ces capteurs-là, on arrive à avoir le potentiel hydrique du sol. Et en capteur complémentaire, on va avoir le thermomètre de sol pour le pilotage des semis, des capteurs gel pour les moyens de lutte, voilà, ça a été le cas cette année, et des capteurs d'humectation foliaire qui vont mesurer la durée d'humectation et l'intensité de l'humectation sur le feuillage. Donc tous ces capteurs, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'ils sont tous autonomes, ils ne communiquent pas entre eux, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de Bluetooth, pas besoin de réseau, on peut vraiment les positionner où on veut et ils envoient les informations automatiquement. Alors, on a les capteurs, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de la donnée? Alors, la donnée, on va la récupérer sur une application où on va avoir les informations en temps réel. On va également avoir l'historique illimité depuis que les capteurs sont en place. On va y intégrer également des prévisions météo à 15 jours. Alors, à 15 jours, bien sûr, à prendre avec des pincettes, hein, mais sur les 3-4 premiers jours, on a des prévisions qui sont très fiables, issues des modèles Météo France. Et bien sûr, on va pouvoir envoyer ces données et ou les utiliser pour alimenter des modèles agronomiques ou des bilans hydriques. C'est-à-dire, par exemple, on va intégrer un modèle décitrette, c'est le modèle Mildiou Oïdium Black Rot de l'IFV pour la vigne. On a également développé nous-mêmes un outil de pilotage de semis par rapport à la température du sol, au ressuyage et à la pluviométrie, qui vont vous donner des fenêtres de tir pour les meilleurs semis. Un modèle maïs fourrage qui va, en sélectionnant la variété du maïs ou la classe de précocité, va vous donner une date de floraison prévisionnelle, mais également une date prévisionnelle de récolte par rapport au taux de matière sèche voulu, recalibrable par le taux de matière sèche qu'on fait sur des prélèvements. Donc voilà, c'est plein de petits outils qui peuvent être utilisés. Alors je vous en donne qu'une partie, hein, mais on a également des bilans hydriques qui vont prévoir le potentiel hydrique du sol et le besoin en eau de la plante selon le type de culture. Donc c'est assez complet. Donc voilà, là on voit par exemple l'interface de notre application avec la pluviométrie, la température, avec les données en temps réel. On peut bien sûr y mettre des alertes paramétrables. On va pouvoir, je veux être prévenu par notification quand j'ai un cumul de pluviométrie de 20 mm. Je veux être prévenu quand le potentiel hydrique de mon sol passe de saturation à confort, etc. etc.
Les prévisions ultra-locales avec la pluviométrie, la température, l'humidité et l'évapotranspiration prévisionnelle, ce qui est important dès qu'on est en irrigation. Voilà à quoi ressemble par exemple notre interface, enfin quelques graphiques de notre solution bilan hydrique, où là on peut voir sur le graphique en bas à gauche, alors c'est des graphiques qui font un petit peu peur comme ça sur le coup, mais en bas à droite, pardon, on peut voir deux tensiomètres, un à 30, un à 60, qui vont varier selon les irrigations qui sont notées en orange que l'agriculteur a fait. Donc les seuils que vous voyez en couleur sont paramétrés selon la texture de sol. Et donc, on voit le potentiel hydrique qu'il y a eu sur la saison. Donc là, c'est sur du maïs grain irrigué en enrouleur. En enrouleur, donc on voit que les irrigations sont plutôt régulières, bien sûr, et on voit qu'à la fin de la saison, la réserve utile a été bouffée parce que malgré la dernière irrigation en orange, le potentiel hydrique ne revient pas à son seuil de départ. On a à peu près la même chose, bien sûr, avec les sondes capacitives. Une sonde capacitive en haut, on a un résumé des 6 horizons et on a le graphique en dessous d'une autre sonde à 3 horizons, 30 cm de profondeur. Donc voilà, c'est des solutions complètes qui vont aussi bien à des polyculteurs, enfin à des éleveurs, qu'à des irrigants, qu'à des arboriculteurs, qu'à des viticulteurs. Donc c'est une solution vraiment complète. On a même développé un outil qui va anticiper, enfin qui va prévoir la cinétique des courbes tensiométriques grâce à une intelligence artificielle qui va en fin de compte apprendre de la réactivité des sondes par rapport aux apports et aux pluviométries. Donc voilà, c'est des petits outils qui permettent quand même de gagner en confort, bien sûr, pour l'agriculteur, mais également en faisant des économies d'eau et du coup des économies d'énergie et du positionnement de produits phyto contre les maladies en anticipé. Ce qu'on essaie de faire un maximum, parce qu'avoir des capteurs c'est bien, mais si on a des îlots de parcelles éloignés, il faut qu'on achète 5 stations météo, c'est pas top. Donc on va essayer de créer des réseaux météo fédérés par des chambres d'agriculture, par des coopératives, par des négoces, par des CUMA, par des syndicats, par des groupements d'agriculteurs, pour permettre à une collectivité, en fin de compte, à un groupe de copains, ou en tout cas le plus grand nombre possible, de profiter des stations météo des uns et des autres. Donc voilà, on développe des réseaux de stations météo où chacun va pouvoir visualiser la station de l'autre. Voilà pour moi. J'ai essayé d'aller vite. Je sais que les autres ont pas mal Non, discuté, mais tout donc va bien. j'ai Tu as le même rattrapé temps le temps. que les copains. Merci beaucoup pour cet exposé tout à fait expert. Euh, J'ai une question idiote. C'est celle que je préfère. C'est, est-ce que la plupart des agriculteurs, et c'est une question à tout le monde, ont en tête toutes ces notions, finalement, de tension, d'hygrométrie, parce que je vois qu'il y a même la promesse, malgré tout, de prévision locale à 15 jours. Comment on arrive à faire ça, sachant que Météo France se plante assez lourdement en général? Quand je regarde même la météo agricole, ça change d'un jour sur l'autre. Alors, en effet, oui. Alors, il y a deux choses là-dedans. Pour la première, en effet, les agriculteurs ont de plus en plus. Alors, la météo, c'est quand même un des éléments les plus importants en Oui, c'est agriculture. déterminant, oui, c'est un C'est facteur vraiment déterminant. déterminant. Et donc, depuis très longtemps, dans toutes les exploitations, on voit des pluviomètres. Là, ce qu'on a fait, c'est apporter une information dans la poche, dans le portable. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a l'information de suite, un historique, il n'y a plus besoin de calculer les cumuls comme le faisait mon père, qui continue d'ailleurs à le faire, malgré la station dans le jardin. Mais en effet, les agriculteurs sont de plus en plus connectés, sont même très connectés, et il y a des besoins vraiment de comprendre pourquoi une culture n'a pas fonctionné avec des données agrométéo, de température, de pluviométrie, ou pourquoi elle a bien fonctionné. Il faut aller dans les deux sens. Pour tout ce qui est tensiométrie, par exemple... Alors, c'est quoi la tensiométrie? Un focus là-dessus, parce que vous avez parlé de effectivement la force que la racine doit déployer. C'est ça, Comment ça marche? c'est un capteur watermark, donc c'est connu, ça a une trentaine d'années, même un peu plus. C'est très connu, sauf que ça a été un peu laissé de côté parce que la pédagogie, il faut être très pédagogue dans la mise en place de ce capteur, ce qui n'a pas été fait il y a quelques dizaines d'années. Mais c'est un capteur qui n'est pas tout neuf.
Bien sûr, il y a eu des évolutions. C'est vraiment un capteur qui mesure une pression qu'il y a dans le sol. C'est comme une éponge que vous avez dans la main. Si elle est gorgée d'eau, vous n'avez pas besoin de beaucoup de force pour libérer l'eau. Si elle est dure, vous allez devoir appuyer très fort. C'est à peu près ce que ça mesure. Et D'accord. donc, le fait que ce soit connecté maintenant, parce qu'avant, il fallait aller dans la parcelle pour aller chercher avec un petit boîtier cette donnée. Maintenant, on l'a directement sur le portable en automatique. Et on est les seuls à le faire, pour le coup, sur ce type de sonde. Et oui, les agriculteurs sont de plus en plus obligés, ou en tout cas, ils ont envie de s'équiper de ce type de solution, parce que les étés se suivent et se ressemblent, bon, sauf cette année, où il y a de moins en moins d'eau, où il y a des restrictions, où ils ne savent pas forcément quand déclencher ou quand redéclencher l'irrigation. Et donc là, ça permet en fin de compte d'avoir sur son portable l'état hydrique de son sol à 30, 60, voire 90 cm de profondeur. On évite Et ça permet de d'être faire un carottage. parcimonieux dans l'irrigation et de le faire exactement au bon endroit au bon moment. C'est exactement ça. C'est le but même de nos capteurs, c'est de prendre les bonnes décisions au niveau des informations ultra locales qu'on récupère sur le portable. Pour ta deuxième question, au niveau des prévisions, alors, on n'est pas prévisionniste, c'est pas magique, surtout que depuis 2 ans, avec la baisse du trafic aérien, il y a un des gros problèmes avec les prévisions. C'est des toutes petites informations qui sont recueillies par les avions, toutes petites informations dans tout l'algorithme, mais qui ont une importance très forte. C'est des données très qualitatives qui ont manqué pendant ces 2 dernières années, d'où la baisse de précision de ces prévisions. Nous, on ne va pas faire de magie, on va prendre des modèles Météo France qui sont quand même les plus précis en France. D'accord. On va essayer quand même de trouver des corrélations entre différents modèles et afficher ces prévisions. Mais on va aller plus loin dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir corréler ces prévisions avec un historique de capteurs. C'est-à-dire qu'en gros, la prévision va s'adapter au microclimat où est le capteur. Si vous avez toujours 2-3 degrés de moins que sur la prévision, l'algorithme va le prendre en compte, et c'est comme si vous aviez en fin de compte une mini station Météo France dans votre jardin. Mais bon, ça c'est encore quelques mois de tests avant que ce soit proposé. Et de développement. Et une dernière question, si on n'est pas sur un territoire couvert en LoRa ou en Sigfox, comment on fait? Parce que ce sont des réseaux bas débit qui sont déployés quand même assez largement en France et dans le monde, mais pas forcément partout. Mais oui, alors c'est pareil, c'est pas magique. Malheureusement, il y a des coins où ça fonctionne pas. Alors, ces réseaux LoRa, Sigfox, ils sont quand même très présents. Hein. C'est sur les antennes radio ou les antennes téléphoniques que vous voyez. Mhm. Il y en a un petit peu partout. Par contre, il existe des box qui peuvent permettre de faire des relais. D'accord. Donc, connectés sur Internet. Mais dans la grande majorité des cas, je crois qu'on est à 80, nous on est à 98 ou 99% d'émissions de tous nos capteurs. Quand il n'y a pas de réseau, on a des rallonges d'antenne qui permettent de le réceptionner plus haut. Ou tout simplement on va déplacer le capteur de quelques dizaines, quelques centaines de mètres, et on trouve dans la grande majorité des cas une solution. Mais par contre, c'est comme le portable, hein, quand il y a une zone blanche, il y a une zone blanche, et malheureusement, on ne peut pas monter une antenne de 30 mètres Non. pour 2 capteurs. Super. Merci Mathieu Godard. Avec On plaisir. vous applaudit. Merci pour cet exposé, cette clarté, et puis ces magnifiques outils, effectivement, qui permettent de piloter l'activité de l'exploitation, je dirais pas au millimètre, mais pas loin. Toujours dans le domaine de l'innovation et des startups, je vais demander à Ludovic Vincent, qui est le cofondateur de Biomed, de venir partager lui aussi avec nous son savoir, puisque Biomed, et Ludovic en l'occurrence, met la nature au service de la nature, si je puis dire, puisqu'avec des plantes qui extraient les polluants des sols. Alors comment ça marche ? Alors effectivement, c'est des plantes qui ont acquis des propriétés naturelles de se développer dans des milieux qui sont pollués. Et en fait, elles ont cette capacité d'extraire certains de ces polluants des sols et de les accumuler dans leur biomasse, leurs feuilles, leurs tiges, etc. Et nous, on va utiliser cette capacité des plantes pour pouvoir retirer les polluants des sols, les utiliser sur des zones qui sont polluées, utiliser ces plantes et donc retirer les polluants naturellement. Est-ce qu'on peut dire qu'elles se nourrissent en fait de ces polluants ou Alors qu'elles les stockent ? Alors elles vont surtout les stocker. Certaines vont être capables de les métaboliser, d'en faire des constituants nouveaux.
Mais en fait, elles vont avoir un avantage par rapport à leurs prédateurs, par rapport à des plantes qui ne seraient pas capables de se développer dans des milieux qui sont toxiques, et elles vont pouvoir mobiliser ces capacités. Alors, on va revenir à la genèse du projet, hein. Racontez-nous le point de départ, vous-même votre propre parcours, et ensuite la naissance de Biomed, et d'où vient cette intuition qu'à un moment donné, la nature peut être elle-même mise en... C'est presque du biomimétisme. Non, c'est pas du biomimétisme, mais c'est quasiment de la mobilisation de certaines plantes au service des sols. Donc Oui. racontez-nous voilà, La tranquillement genèse. l'histoire. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est parti d'un constat dont on n'a pas forcément conscience. Il y a plus d'un quart des sols agricoles en Europe qui sont touchés par des pollutions. Ça peut être le plomb avec les contaminations atmosphériques, ça peut être un certain nombre d'éléments qui se sont retrouvés dans des sols et dont on n'a pas forcément conscience. Et l'idée, c'était de trouver un moyen qui soit effectivement biologique, le plus naturel possible, pour pouvoir retirer ces éléments des sols. Alors, il y a deux parties. Il y a la partie cartographie, diagnostic. Donc, on a un appareil à rayon X qui nous permet de faire des cartographies des sols agricoles et de savoir là où sont présents ces polluants. Et une fois qu'on les a identifiés, qu'on sait où sont les problèmes, trouver des plantes qui sont capables de retirer ces polluants. Donc, on travaille avec la plus grande collection de plantes au monde pour pouvoir trouver quelle plante est capable de retirer quel élément du sol et laquelle on peut mobiliser dans quelle région aussi pour pouvoir retirer naturellement ces polluants. Il y a un savoir, entre guillemets, catalogue des vertus de chaque plante. Vous parlez de grandes collections de plantes. Aujourd'hui, on a une vision organisée des vertus dépolluantes de toutes les plantes. Alors pas de tout, la nature recèle encore pas mal de découvertes à venir, de propriétés aussi qui peuvent être intéressantes pour l'homme et l'avenir de l'homme. Et nous, notre rôle, c'est pouvoir identifier ces plantes. Alors 4 millions de plantes à identifier, voir quels éléments elles retirent, c'est déjà pas mal. Et effectivement, c'est encore un travail en cours. Il y a aussi des laboratoires de recherche qui travaillent sur ce sujet. Et il y a encore beaucoup à découvrir. Donc vous-même, à titre personnel, vous êtes issu de quel cursus et qu'est-ce qui fait que vous vous dites, ben tiens, il y a quelque chose à faire à cet endroit-là, en croisant les sols pollués, les constats de sols pollués et les vertus de ces plantes? Alors moi, je suis ingénieur agronome et j'ai travaillé pour des agriculteurs qui avaient des problèmes sur une parcelle qui ne pouvaient plus être cultivée parce qu'il y avait des gros problèmes avec... alors eux, c'était avec le cuivre. Et donc, ils n'avaient pas forcément de solution à l'époque pour pouvoir retirer ce cuivre qui s'était accumulé en grosse quantité dans les sols. Et donc, c'est aussi la genèse de ce projet par rapport à cette problématique-là. Donc, on a été depuis finaliste LVMH Innovation. On est soutenu par un certain nombre de partenaires, alors à la fois sur la viticulture et puis également sur l'élevage. On peut avoir des zones où il peut y avoir des problèmes sur les sols. Donc, à chaque fois, on trouve des partenaires pour pouvoir avancer avec eux et proposer la meilleure qualité possible pour leur sol agricole. Et donc Biomed a été créé quand? Et aujourd'hui, l'équipe, c'est combien de personnes? Quelles compétences agrégées et quelle couverture du territoire? Alors, Biomed a été fondé en 2018. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes et on travaille sur toute la France et un petit peu à l'international, en Suisse et en Allemagne. Et vous avez parlé de plomb, de cuivre, les pollutions, c'est lié aux métaux ou les métaux résiduels des intrants? Enfin, quelles sont les principales sources de pollution des sols? Alors, il y a effectivement les métaux lourds qui représentent des problématiques pour certains sols. Après, ça va dépendre des concentrations à chaque fois. Ils arrivent d'où ces métaux lourds? Alors, ça peut être des résidus de traitement anciens. Ça peut être l'arsenic qui était utilisé notamment par rapport à l'arboriculture. Ça peut être parfois des éléments qu'on rajoutait à certains traitements pour les rendre plus efficaces. On ne le sait pas forcément, mais ça peut se retrouver dans ces traitements-là et donc ça va se retrouver dans les sols. Ça peut se retrouver également dans les engrais. On a des engrais en fait qui peuvent contenir certains éléments, notamment le cadmium, qui va se retrouver après dans les sols. Et en fait, on travaille un petit peu sur tous ces éléments-là. Alors les métaux lourds, on est en train de voir aussi par rapport aux organochlorés et différents éléments qui peuvent être problématiques pour les sols. Et les agriculteurs que vous accompagnez sur ces sujets-là, comment ils se rendent compte que leurs sols sont pollués et comment ils font appel à vous? Alors, certains éléments peuvent poser des problèmes sur les cultures, ou il peut y avoir des problèmes sur les animaux.
Et dans ces cas-là, ils font appel à nous pour regarder s'il n'y a pas un problème dans le sol. Donc c'est vraiment prospectif avec eux, essayer de trouver la solution. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Donc c'est voir avec eux si le sol est clean. Ouais. Et puis ça peut être effectivement des problèmes sur les cultures également, voir avec eux d'où vient le problème. Et puis essayer de trouver une solution ensemble. Et donc après, vous montez un scénario sur la parcelle en fonction, donc on l'a dit, vous utilisez les rayons X, vous êtes Oui. capable de scanner la totalité d'une parcelle? C'est ça. On travaille sur des exploitations qui peuvent faire parfois des plus de 100 hectares. Ouais. Donc on va les cartographier, regarder où sont les zones qui sont à problème ou à risque, et puis mettre en place des Parce des que c'est des traitements zones spécifiques. particulières généralement, ou c'est plutôt étendu, c'est plutôt restreint? Alors ça va dépendre ça des va dépendre. contaminations. Le plomb, quand c'est des pollutions atmosphériques, c'est généralement toute la surface qui peut être D'accord. touchée. Après, ça va dépendre des proximités avec des routes éventuellement, ou des zones qui sont plus à risque, qui peuvent être plus à risque par rapport à des polluants. Et donc là, vous faites un diagnostic et vous dites il faut planter telle plante à tel endroit. Exactement. Oui. Et c'est vous-même qui plantez ou vous faites la recommandation de Alors, on plantage? peut passer par des prestataires où c'est Ouais. généralement l'agriculteur qui fait le semis, sont souvent équipés par rapport au semis, etc. Donc, Ouais. ils peuvent faire la récolte et la récupération des plantes. Et il faut combien de temps en moyenne pour dépolluer un sol? J'imagine que c'est très variable, Oui. mais le délai le plus long pour dépolluer un sol avec cette méthode-là? Oui. Alors là, sur les contaminations qu'on a, on a entre 3 et 5 ans Ouais. de traitement. Après, ça va dépendre des concentrations. Les parcelles agricoles sur lesquelles on travaille, c'est pas des grosses concentrations quand même de polluants. On est sur des polluants des contaminations qui sont quand même souvent relativement légères. Après, c'est vrai que si on a des contaminations qui sont plus fortes, ça peut être des traitements qui peuvent être plus longs. Je prends quelques notes pour ma culture personnelle et la suite des épisodes. Oui, bien sûr. Et quels sont autrement, parce que 3 à 5 ans, ça peut paraître relativement long pour une parcelle qui va se retrouver un peu gelée finalement en termes de production, ou Alors pas forcément on peut gelé continuer justement. à produire? C'est ça, on peut faire de la coculture. Alors ça va dépendre effectivement du type d'exploitation. Ça peut être quand c'est des zones de pâture. Alors c'est des zones sur lesquelles effectivement on met le traitement. C'est des zones sur lesquelles on ne pourra pas forcément faire pâturer les animaux. Ouais. Mais par contre, ça peut être de la coculture en arboriculture, en viticulture aussi. Ça peut être des choses qu'on peut mettre en place en parallèle des cultures de l'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les autres techniques, les alternatives à cette méthode-là pour dépolluer un sol, notamment un sol de pâture? Oui, bien sûr. Alors pour l'instant, on est un petit peu nouveau, notamment par rapport au diagnostic. La plupart du temps, les agriculteurs ne savent pas vraiment quelle est la concentration en arsenic, en mercure, en cadmium, en plomb du sol, parce que ce n'est pas forcément des éléments qu'on mesure en routine. Et nous, on apporte cette information-là, qui est importante à la fois pour la vie du sol, la biodiversité, et puis la qualité des productions également. Donc c'est des choses que nous, on apporte aussi par rapport à ces éléments. Oui. Donc il n'y a pas aujourd'hui vraiment d'alternative. Non, alors il y a des finalement, choses... vous embarquez la solution et le constat en même temps. C'est-à-dire vous signalez le problème, il y a une prise de conscience Oui. et derrière vous apportez cette solution qu'on va dire naturelle finalement. C'est ça, il y a pas mal d'entreprises qui se lancent sur la biostimulation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour redonner du potentiel biologique au sol. Malheureusement, quand les métaux lourds sont dans le sol, et souvent ils y restent, ça va altérer ce fonctionnement biologique et nous, on intervient effectivement pour améliorer cette qualité du sol. Super, bravo. Moi, je pense qu'on peut applaudir Ludovic Vincent, le fondateur de Biomed. Voilà, la nature est elle-même sa propre médecine pour le coup et permet de revitaliser des sols qui finalement jusque-là pouvaient donner soit de mauvais rendements, soit carrément des maladies. On va fermer ce tour d'horizon des startups qui ont été sélectionnées pour ce 3e Smart Agri Forum avec Kevin Brich, qui est cofondateur de EcoFarms, qui est à distance, qui est en visio, autour d'un sujet qui finalement constitue un peu une conclusion de ce qu'on a partagé, c'est la mesure de la performance et de la durabilité. On l'a dit, l'innovation, et on l'a dit ce matin dans le sondage qu'on a fait auprès des agriculteurs cantaliens, 96% d'entre eux nous disent que l'innovation, 97% des agriculteurs nous disent que l'innovation doit contribuer à augmenter la valeur ajoutée de leurs produits. Voilà. Alors c'est quoi augmenter la valeur ajoutée du produit? C'est effectivement faire en sorte qu'il dispose d'un certain nombre de labels qui soient reconnus, qui rentrent dans un certain nombre de cahiers des charges, qui sont ceux des acheteurs, qui sont ceux des distributeurs,
qui sont ceux également des structures qui distribuent les aides. Donc on le voit bien, maîtriser sa production et maîtriser ses produits, être capable de les évaluer et être aussi capable de s'inscrire dans un processus d'entreprise durable vont être des clés de compétitivité pour les exploitations agricoles d'aujourd'hui et de demain. Et c'est là-dessus que travaille Kevin avec son équipe à travers EcoFarms. Bonjour Kevin, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, enchanté et merci beaucoup pour l'invitation et heureux de vous présenter ce qu'on fait chez EcoFarms du coup aujourd'hui. Merci Kevin. Donc voilà, mesure de la performance, produire mieux avec moins, valider sa durabilité, accéder au label, au cahier des charges, voilà tout l'enjeu d'une maîtrise, d'un véritable pilotage de son exploitation et de sa production. Parce que piloter l'exploitation, globalement, on sait à peu près faire, on a des outils. Par contre, manager la durabilité, je dirais la valeur de ces produits, c'est encore une autre paire de manches. Tout à fait. Pour ça, j'ai prévu quelques slides, donc je vais vous partager mon écran. Hop. Allons-y. Tout de suite. Si ça vous va, et je vois. Et ça marche. Nickel. Du coup, on aime bien démarrer souvent par le pourquoi. Pourquoi est-ce que finalement on fait tout ce travail ici? L'idée étant, et c'est un peu finalement ce qu'on voit à travers les présentations précédentes, que ce soit à travers la présentation Winat ou la présentation Biomed, c'est que finalement tout l'écosystème agricole fait face à des pressions croissantes. En premier lieu, d'ordre environnemental, on l'a vu du coup en effet avec le dérèglement climatique, donc des problèmes de pluviométrie, de sécheresse, etc. Même ça pourrait être du coup des problèmes, on a encore vu cet été aussi de manière plus indirecte finalement par l'épuisement des ressources, notamment l'énergie. Et on l'a vu du coup avec la hausse des produits, des engrais, etc. cet été. Donc une première pression qui est la pression environnementale, une deuxième pression qui va être une pression réglementaire, avec du coup la baisse des usages de pesticides, la baisse des émissions carbone qui va être demandée à toutes les entreprises. Voilà, donc plein de pressions qui augmentent. Et évidemment, la troisième qui finalement découle de ces deux premières, qui est la pression sociétale. Évidemment, en premier lieu, souvent c'est le consommateur, mais c'est aussi les salariés des entreprises, etc., qui vont finalement toutes les trois demander un peu la même chose, c'est que chaque entreprise finalement améliore la durabilité de ses activités, la transparence de celle-ci, mais aussi qu'elle le fasse avec tout son écosystème. Et en l'occurrence, dans l'écosystème agricole, c'est souvent du coup tout le long de la filière. Finalement, ces trois pressions croissantes, on les traduit souvent dans l'écosystème agricole par une équation relativement simple à exprimer, mais relativement complexe à résoudre, qui est comment produire mieux avec moins. Et ça, notamment pour chaque acteur. D'un côté, pour les agriculteurs, pour eux, l'idée, c'est qu'il faut répondre à 4 premières questions. C'est finalement quels sont les enjeux et défis auxquels je dois faire face, quelle action prioritaire je dois mener pour améliorer mes résultats par rapport à ces enjeux, quelles solutions il existe même pour pouvoir m'améliorer. Par exemple, on prend l'exemple de Winat, on a le problème justement de comment je peux m'améliorer sur mon utilisation sur le niveau de l'irrigation, sur l'utilisation de l'eau, par exemple. Quelles solutions il existe pour pouvoir m'améliorer sur ce sujet-ci. Et enfin, comment je peux communiquer efficacement à mes différentes parties prenantes. Évidemment, sur des filières courtes, c'est possiblement directement auprès du consommateur. Sur des filières plus longues, c'est auprès de la coopérative, mon organisme de stockeur, etc. Et donc ça, c'est pour le côté producteur. Et maintenant, pour le côté organisation, c'est bon, de l'autre côté, quels sont les défis auxquels les agriculteurs font face, comment je peux les accompagner efficacement dans cette démarche, moi, dans ma position, comment je peux mesurer derrière l'impact de mon engagement auprès de mes producteurs, et enfin, comment je peux moi-même mieux le valoriser auprès de mes propres parties prenantes, du coup, cet engagement. Malheureusement, aujourd'hui, l'écosystème, il utilise beaucoup les labels et les cahiers des charges, et même en fait quasiment que ça, ce qui en fait a plusieurs contraintes pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème. D'un côté, pour les agriculteurs, à chaque fois, ça va être des démarches, des coûts directs et indirects qui vont être dupliqués. On n'apprend pas grand-chose durant ces démarches de labellisation, de certification, et malheureusement, il y a encore des études récentes qui le prouvent, c'est que les impacts sont relativement limités de ces labels. Côté des organisations partenaires, l'idée, c'est que c'est une démarche qui sont souvent relativement coûteuses à mettre en place, à administrer, à déployer. On a souvent pas les indicateurs et les données qui sont fiables pour pouvoir justement piloter ce réseau de producteurs. Et derrière, on ne peut pas finalement communiquer sur tout le travail qu'on a mené avec eux. Donc, c'est comme ça que chez EcoFarms, on a du coup développé une méthodologie d'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles. Donc, on est vraiment une agence d'évaluation qui fournissons les outils, les données à l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour piloter cette transition. D'un côté, pour les agriculteurs, c'est qu'on va du coup pouvoir, via des indicateurs, leur dire où est-ce qu'ils en sont finalement sur les différents enjeux, et pouvoir se comparer par rapport à des exploitations similaires, donc du coup pouvoir derrière prioriser, structurer une feuille de route pour prioriser leurs actions.
trouver des solutions concrètes pour justement s'améliorer par rapport aux enjeux. Donc, par exemple, si on voit qu'il y a un enjeu qui est sur le sujet de l'eau, par exemple, et ben, on va pouvoir lui préconiser l'utilisation de WINAT, par exemple, ou les sujets de pollution des sols, Biomed, pour travailler sur ces sujets-ci, donc sur des partenaires. Donc pour lui, c'est un gain de temps et d'effort, c'est que du coup, via une évaluation, il va pouvoir restituer à l'ensemble de ses parties prenantes, donc à la banque, aux conseillers, enfin, voilà, on peut vraiment derrière distribuer à l'ensemble des parties prenantes, et il va pouvoir donc du coup valoriser plus facilement son engagement via une évaluation qui se veut un peu plus pédagogique et transparente que souvent le label ou le cahier des charges, où en fait on ne comprend pas souvent très bien finalement qu'est-ce qu'on valorise à travers cette démarche de certification. Côté organisation partenaire, donc on travaille actuellement avec des coopératives, on travaille avec des distributeurs, avec des industriels, avec des banques bientôt aussi. L'idée pour eux, c'est d'avoir un outil sur lequel on va pouvoir se baser pour vraiment pouvoir faire une photo, on va dire, la plus fiable possible de notre réseau de producteurs sur un faible coût, proposer du coup un service innovant d'accompagnement au progrès des producteurs, on va pouvoir du coup suivre derrière le progrès réalisé au sein du réseau, on va pouvoir proposer des nouveaux services plus pertinents, du coup encore plus appropriés pour accélérer cette transition. On va pouvoir donc détecter des opportunités et des risques au sein du réseau, et enfin du coup pouvoir reporter ces résultats-ci du coup soit aux décideurs, soit directement aux clients, etc. Excusez-moi, j'ai un petit problème de passage de slide, je vais y arriver. Hop. Ah. Hop. Nous-mêmes, du coup, on est issus de 3 écosystèmes, on va dire, dont on est assez fiers d'appartenir. Évidemment, beaucoup en lien avec la recherche, donc en partenariat avec l'INRAE, on travaille avec pas mal d'entités de l'écosystème du coup des sciences et du terrain. On est nous-mêmes une start-up de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, on est évidemment beaucoup en lien avec toutes les entreprises de l'écosystème agroalimentaire. Voilà, du coup, évidemment, il n'y a que quelques logos, mais on travaille déjà avec beaucoup d'entre eux sur différents projets. Concrètement, à quoi ça ressemble donc, du coup, en premier lieu pour les producteurs et les productrices. Donc l'idée pour eux, c'est en premier lieu, en première étape, c'est de comprendre les enjeux et mesurer les performances par rapport à ces enjeux. Donc en gros, on a un questionnaire qui se veut le plus expert et personnalisé possible. On accompagne évidemment dans cette démarche les producteurs. Derrière, on leur restitue les résultats sous la forme d'un rapport d'évaluation avec des différentes notes du coup sur l'indice de durabilité, les indices par thématique, évidemment par indicateur, avec des points de comparaison, les points forts, les suggestions d'amélioration qu'on peut leur fournir. Derrière, on les intègre à notre espace membre sur lesquels on va retrouver du coup différentes solutions. Tout à l'heure, on a référencé notamment Biomed, par exemple, récemment, WINAT, etc. Pour vraiment venir piocher en fonction des enjeux, quelles solutions existent. Derrière, on a un annuaire, et du coup, on peut échanger plus facilement entre les exploitations qui sont possiblement similaires et qui ont des meilleurs résultats, etc. Voilà, on va vraiment essayer d'animer ce réseau de producteurs. Et enfin, on fournit un kit de communication pour pouvoir valoriser du coup ces résultats, donc avec un certificat, des visuels pour les réseaux sociaux pour ceux qui en ont, pour le site web. On a même du coup une carte EcoFarms qui doit être un peu le guide Michelin des exploitations durables, sur lequel en fait on référence, pour ceux qui le souhaitent, les résultats résumés du coup de l'évaluation. Et donc du coup sur des filières courtes, et ben, du coup on peut directement le réaliser au consommateur, ou sur des filières plus longues, c'est peut-être le partenaire qui va du coup valoriser les résultats de ces producteurs. À quoi elle ressemble concrètement cette méthodologie? Donc c'est une méthodologie qui se veut finalement assez classique dans l'approche du coup environnementale, sociale et économique. Du coup avec les différents enjeux qu'on a listés ici. Aujourd'hui, cette méthodologie, on la met vraiment à la pointe, on va dire, de ce qui existe d'un côté des attentes sociétales, mais aussi de l'état de l'art de la science, parce que c'est vraiment des sujets qui évoluent assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment notre travail d'avoir une méthodologie qui se veut la plus fiable possible et la plus globale possible. Voilà. Et ça, du coup, évidemment, on le fait en lien avec notre comité d'experts et notre comité scientifique, et collège d'experts. Comment ça fonctionne concrètement? Donc c'est vraiment enfin même je ne vais pas dire relativement simple, c'est très simple. Si on envoie des questionnaires du coup aux producteurs, ils répondent à peu près en 3 heures. Alors évidemment, ça dépend un peu des filières, etc., des documents de preuve qui sont à fournir derrière, mais en gros entre 2 et 4 heures grand maximum pour les moins organisés, ceux qui ont plus peur, on va dire, de la partie administrative. Évidemment, nous reste disponible si besoin par téléphone, etc., pour débloquer s'il y a des points de blocage. Derrière, on fait un entretien, soit par téléphone, soit par visio,
évidemment, on peut se rendre sur l'exploitation si c'est la demande du producteur ou de l'organisation partenaire. Donc, on fait un entretien du coup pour vraiment comprendre le contexte autour de l'exploitation, quels sont les enjeux qu'il a lui-même identifiés, récupérer quelques informations complémentaires. Derrière, on fait l'analyse du coup des données que l'on a récoltées et on restitue donc les résultats sous la forme du rapport d'évaluation, de l'intégration à l'espace membre et d'outils de communication. Ouais. Non, ok. Et du coup, là, c'est une petite slide juste pour dire que finalement, ce qui est assez chouette avec bien notre travail, c'est qu'on arrive vraiment à, en tout cas, créer, on va dire, une grande famille de l'agriculture. Nous, on n'aime pas dire qu'il y a plusieurs agricultures. Notre vision, c'est vraiment qu'on a l'agriculture. En général, il y a plusieurs stratégies de durabilité au sein de l'agriculture. Donc, en effet, il y en a qui vont plutôt prôner du bio, d'autres du HVE, d'autres de l'ACS, de l'agroforesterie. Voilà, il y a plein de stratégies de durabilité. Et finalement, on est capable d'évaluer ces résultats-ci, les stratégies prises. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de dire. Et c'est pour ça qu'on arrive à travailler avec l'ensemble des producteurs, que ce soit des toutes petites parcelles, enfin des petites exploitations à des beaucoup plus grosses, que ce soit des très engagés ou des peut-être un peu moins engagés sur les aspects sociaux ou environnementaux. Et chaque fois pour des bénéfices un peu, où chacun va tirer des bénéfices un peu différents. Pour quelqu'un qui est très engagé, ça va être finalement voir où est-ce que j'ai encore un trou dans ma raquette, où est-ce que je peux encore progresser finalement par rapport à d'autres exploitations. Et pour possiblement une personne qui peut partir un peu plus loin, on va dire, et c'est plutôt être de prioriser par quoi je commence finalement. Quelles sont les actions en priorité que je dois mettre en place sur mon exploitation. Là, vous avez vu, c'est que des exploitations en végétal. C'est un petit point précis, c'est que pour l'instant, on travaille sur toutes les filières végétales et on travaillera à partir de début 2022 sur les premières exploitations animales. Là, c'était côté producteur et maintenant côté organisation. Donc là, pour l'instant, on travaille en effet avec des coopératives et les filières plutôt, les acteurs qui achètent des produits. Là, on a bientôt travaillé avec des collectivités, des banques et des investisseurs, puisque finalement, le besoin est finalement le même. C'est de mieux comprendre où est-ce qu'il en est mon réseau de producteurs, comment je peux d'ailleurs proposer des services pour encore mieux les accompagner et le valoriser moi-même auprès d'une démarche de communication. Donc évidemment, c'est une approche qui passe sur la méthodologie d'évaluation qui se veut du coup la plus experte et universelle possible, une plateforme de pilotage pour vraiment avoir une vision macro et micro du coup du réseau de producteurs et un service d'accompagnement parce que on se rend compte que c'est intéressant de sortir des nouvelles informations, nouvelles données et des nouveaux outils d'accompagnement. Maintenant, il faut évidemment l'intégrer au sein des différents métiers puisque on le voit très bien, notre travail finalement touche des métiers tant de la partie achat, de la partie qualité que de la partie marketing ou même RSE des entreprises. Donc finalement, pour que chaque métier puisse approprier ses résultats. Et donc, c'est ça qu'on passe du temps vraiment avec chaque équipe qui le souhaite. À quoi ça ressemble concrètement? Donc vraiment, notre travail il est vraiment au cœur finalement de la collaboration entre le producteur et son partenaire. Ça peut être la première étape au moment de la découverte. On cherche à intégrer en gros une nouvelle exploitation, un réseau, et donc on veut un peu mieux savoir où est-ce qu'elle en est. Donc on va faire un peu un pré-diagnostic. Derrière, au moment de son intégration, on va vraiment inclure dans la collaboration du coup, cette évaluation EcoFarms. Donc on va faire une photo à l'instant T, ce qui va nous permettre derrière de faire un film finalement de la progression, de faire une réévaluation et de voir finalement les progrès réalisés. Et donc derrière, moi en tant que partenaire, de proposer des services qui soient les plus pertinents possibles en fonction des enjeux, des axes de travail qui ont été décelés. Et derrière, je vais pouvoir du coup réaliser le reporting et différencier ce travail que j'ai mené avec mes producteurs d'une façon encore plus pertinente avec des preuves concrètes des actions faites. Ça, c'est juste pour dire un peu finalement où est-ce qu'on se place sur l'échiquier, l'écosystème existant, puisque finalement, on est actuellement les seuls à faire ce travail-ci. Donc, on est vraiment finalement en complément de ce qui existe actuellement. Par rapport au label, il va agir sur la même idée qu'on va pouvoir communiquer. Alors, le label va être surtout assez intéressant sur une communication sur un produit, va plutôt être intéressant sur une image de marque finalement. Donc, c'est vraiment un complément assez fort du label avec évidemment tous les intérêts autres qui sont le côté suivi et aide au progrès des producteurs. Par rapport au cahier des charges, de la même façon, on va pouvoir en fait, mettre le cahier des charges via l'évaluation que l'on fournit. Par rapport au conseil agricole, moi j'aime bien donner cette image-là qui nous a été donnée par un des agriculteurs avec qui on travaille. C'est là, il faut plutôt nous voir comme un médecin généraliste, là où le conseiller technique, le technicien va plutôt être là comme un spécialiste, un spécialiste en l'occurrence agronome, donc un ORL, si vous voulez, pour prendre des images encore plus simples. Donc voilà, l'idée c'est que nous, en effet, si on voit qu'il y a un sujet agronomique qui va être sur le sol, sur l'eau, etc., et on va renvoyer soit vers le technicien avec qui l'agriculteur travaille, soit vers des organismes partenaires avec qui on a l'habitude de travailler.
Et enfin, la dernière colonne, c'est juste pour illustrer qu'en fait, ce que l'on fait actuellement avec du coup les premiers agriculteurs et réseaux partenaires, c'est ce qui existe déjà d'autres industries avec d'autres solutions similaires. Simplement, pour l'instant, les entreprises du vivant, ils ont encore du mal à l'adresser parce que les enjeux sont trop spécifiques, l'expertise est très grande à obtenir. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est ce qui marche déjà ailleurs et qu'on essaie maintenant de ramener, on va dire, au monde agricole. On fonctionne sous deux offres. On peut travailler en direct du coup des producteurs, soit via leur organisation partenaire, qui souhaitent du coup proposer ce service et même derrière du coup pouvoir accéder aux informations récoltées. Et là, du coup, un dernier petit exemple pour vraiment être sûr que ce soit clair pour tout le monde à quoi ça ressemble un projet chez EcoFarms. Donc là, en l'occurrence, c'est une marque de vin, donc c'est OE, qui est assez engagée sur des sujets justement, pour le coup, eux, environnementaux initialement. L'idée étant, c'est qu'ils ont voulu faire du coup un peu une photo de leurs exploitations. Donc, en l'occurrence, ils ont obtenu un indice moyen de 57 sur 100, donc qui est pour nous un très bon résultat, puisque pour nous, les exploitations comparables par rapport aux leurs, c'est de 36 sur 100. Donc, on voit qu'ils ont déjà 20 points de plus que la moyenne, et ça, c'est assez cohérent, puisqu'ils avaient sourcé déjà via leur propre cahier des charges du coup des exploitations qui sont déjà assez engagées. Ce qui a derrière permis de cibler quels étaient les enjeux, les axes sur lesquels ils pouvaient encore travailler. Donc, on a animé notamment un travail de groupe pour vraiment faire ressortir les enjeux sur lesquels l'exploitation allait pouvoir travailler en groupe sur les prochaines années, et évidemment à l'échelle individuelle pour chacun. Derrière, OE a mis en place 3 choses. Donc, ils ont un programme de 1% pour la biodiversité, puisque ça, c'est leur image de marque. Ils ont toujours communiqué sur la biodiversité. Donc, en fait, ils allouent 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour financer des actions d'amélioration au sein des exploitations, notamment. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont été amenés à travailler avec Biomed dans ce cadre aussi. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on pourra avoir une intervention pour confirmer ça. Ils animent derrière, du coup, les groupes de travail qui ont été constitués. Et dernier point qui est aussi assez chouette, c'est qu'ils ont fait financer, en plus du coup de ce programme, des actions d'amélioration via la plateforme Mimosa, donc une plateforme de crowdfunding assez connue maintenant dans l'écosystème. Via justement notre évaluation, ça a rendu vraiment le projet très robuste. On a un expert qui est passé chez nous, qui identifie les axes d'amélioration, et derrière, on demande du coup à la société de finalement financer ces actions bénéfiques pour la société, puisque là, ils ont fait financer des actions notamment sur la partie biodive. Derrière, ils ont pu évidemment valoriser ça sur leurs réseaux sociaux, sur leur site web. Sur les sites web, là, ils vont lancer ça d'ici la fin du mois, je regarde la date en même temps. On aura du coup sur la fiche producteur du site internet OE, et sur le site internet des producteurs, ils pourront afficher du coup leurs résultats d'évaluation directement en ligne, en toute transparence, et du coup faire un renvoi vers la carte EcoFarms pour les consommateurs qui veulent aller encore un peu plus loin sur l'évaluation. Et puis maintenant, on passe sur une étape plutôt de monitoring. Donc, on aura une réévaluation à partir de l'année prochaine pour suivre finalement quels ont été les progrès réalisés, qu'est-ce qu'on peut encore maintenant ajuster, on va dire, et finalement accompagner cette stratégie de durabilité adoptée par le producteur et la marque. Voilà pour moi, pour mon intervention. Pareil, j'ai essayé de faire pas trop long. Je sais que la journée est longue pour tout le monde, d'autant plus quand on est en visio. Donc, au plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Merci Kevin Brich donc, pour cette vision organisée de la mise en lumière de la valeur durable des exploitations et des produits. Ça va être stratégique, effectivement. Il y avait Standard & Poor's, il y avait Moody's, maintenant il y a EcoFarms dans un genre différent et probablement plus vertueux. Merci encore Kevin, merci à toute l'équipe. À très très vite. On vous applaudit ici à Aurillac. Merci beaucoup. Bien, sans plus attendre, nous allons aborder la conclusion de cette journée. Bruno Faure pourra peut-être nous rejoindre pour vous faire un petit coucou dans quelques minutes, mais je ne vous le garantis pas, son agenda est très chargé. Je voulais vous dire le plaisir qu'on avait eu à préparer, à exécuter ce troisième volet du Smart Agri Forum. Remercier tout particulièrement les élèves de ce matin en AXE et en STA, voilà, pour cet après-midi. J'espère que ce que vous aurez entendu peut
vous inspirer progressivement, vous donner des idées pour vos futurs business, alors soit en tant que patron d'une exploitation agricole ou comme start-upper dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Voilà, merci à tous nos partenaires qu'on va mettre à l'écran. Merci donc naturellement au département du Cantal qui nous accueille et qui est à l'initiative de ce rendez-vous. Merci à la Chambre d'agriculture, merci à Serre France, merci à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, merci à Nornet, merci à la Fondation Avril et merci à Landestini. Voilà, je vous invite à prendre un petit café avant de partir et à manger quelques gâteaux. Et puis, je vous dis rendez-vous à l'an prochain. Merci beaucoup.